14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Alors même si cette période est un peu particulière, qu'elle nous isole un peu, il y a toujours des personnes mal intentionnées qui cherchent à profiter de nous, voire même à nous détruire. Moi je préfère utiliser le terme de personnes toxiques plutôt que d'évoquer les pervers, parce que trop souvent lorsqu'on utilise le terme pervers, tout de suite on pense aux pervers narcissiques, qui heureusement ne sont pas la majorité, parce que ceux-là sont évidemment terriblement dangereux. Durant ces 2 heures, on va vous aider à repérer les gens qui ont des penchants pervers, et c'est un peu la spécificité de mon invité Jean-Charles Bouchou, de rappeler que dans une relation, nous sommes deux, et celui ou celle qui accepte une relation avec une personne toxique doit peut-être réfléchir sur sa part de responsabilité. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, je vous propose de venir témoigner, de poser vos questions. Et puis, si vous avez eu une relation amoureuse, amicale ou professionnelle avec une personnalité perverse, venez nous raconter comment vous avez fait pour vous en sortir, et puis à partir de quand vous avez découvert ce penchant. Et puis surtout, je voudrais rappeler que ça existe dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la société, dans les familles également. Et c'est important de le savoir, parce que on peut avoir du mal à être bien avec soi, et c'est peut-être à cause de quelqu'un qui est dans notre entourage. Notre numéro, c'est le 0826 300 300. Bonjour Jean-Charles Bouchou. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Vous êtes psychanalyste, psychothérapeute, vous avez écrit de nombreux livres, et je crois que c'est votre premier grand succès, Les pervers narcissiques, c'était aux éditions Erol. Aux éditions Erol, ça fait 10 ans déjà. Même un petit peu plus, c'était en février 2009 qu'il est sorti, donc oui, ça fait plus de 10 ans. Ça va faire. Et c'est lui qui a lancé la mode du mot. C'est vrai ? Oui, quand l'éditrice de chez Erol m'avait dit « Est-ce que vous pourriez écrire pour nous ?» Je lui ai dit « Écoutez, je suis en train d'élaborer un cours en ce moment pour des futurs thérapeutes que j'intitule « Les mécanismes de défense pervers narcissiques ». Elle m'avait dit « Pervers narcissique, qu'est-ce que ça veut dire ?» Elle n'avait jamais entendu le terme à l'époque. Elle n'avait pas lu Racamier. Parce que je crois que Racamier en a parlé bien avant. C'est Racamier qui a inventé le mot, oui. Mais il y a un livre qui est sorti qui est apocryphe, qui a été inventé par un éditeur de chez Payot, Les perversions narcissiques, qui est sorti en 2012, bien après mon livre. Oui. Et puis il y a Marie-Françoise Irigoyen qui avait écrit un livre qui s'appelait Le harcèlement moral, que j'avais lu à l'époque où j'ai écrit Les pervers narcissiques. Oui, elle en parle aussi, je crois. Oui. En tout cas, c'est vous qui avez sorti le premier livre avec ce terme, Les pervers narcissiques. Voilà, qui est devenu un livre grand public et qui a eu énormément de succès. Et qui a été traduit dans un nombre de langues assez considérable. Voilà. Alors, ils sont partout, je veux dire, il n'y a pas que dans le domaine amoureux. Alors, évidemment, dans cette émission, on aborde plutôt le domaine amoureux, mais... Oui, moi je parle des relations interpersonnelles, je me suis spécialisé là-dessus, donc ça ne peut exister que en famille, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un lien difficile à rompre à l'origine, donc ça peut être le lien filial, au travail le lien de subordination, et puis effectivement, dans les couples, le lien amoureux. En dehors de cela, on ne peut pas parler de perversion narcissique. Si vous rentrez dans un bistrot et qu'on est pervers avec vous, il vous suffit de partir et tout est fini. Après, on trouve des mécanismes pervers narcissiques, et c'est vrai que j'en ai jamais parlé jusqu'à présent, dans les sectes par exemple, ou en politique peut-être bien. Non, j'ai l'impression. En politique, ça m'étonnerait. Oui, alors ce qui est important aussi, et ça c'est un peu votre spécificité, Jean-Charles Bouchou, vous aimez bien rappeler que la personne qui reste, ou en tout cas qui est avec quelqu'un de pervers, elle peut-être un peu travailler sur elle-même, et pas simplement penser qu'elle est victime. Bien sûr. Oui, être responsable, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est répondre de ce que l'on vit. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Être responsable ne veut pas dire être coupable, parce que c'est souvent entendu comme ça. Et être responsable, c'est être conscient de ce que l'on vit. Parce que quelle est la pire chose qui pourrait arriver à une victime ? C'est en fait de ne pas être conscient, et ça arrive. Vous avez des personnes qui se disent « ça doit être normal qu'on me parle comme ça ». Vous avez des personnes qui ont grandi dans un climat de violence, et lorsqu'on leur propose de la violence, on leur impose de la violence, ils ne réagissent pas, parce que ça leur semble juste banal et normal. À l'inverse, vous avez aussi des personnes qui ont été élevées dans un cocon trop délicat et qui ne savent rien du monde extérieur. Moi, j'ai entendu des gens me dire « je croyais que c'était comme ça que ça se passait ». Donc, à un moment donné, de faire des émissions comme vous faites, c'est génial, d'écrire des livres, de faire des conférences, fait qu'à un moment donné, il y a des personnes qui ouvrent les yeux, qui disent « mais au fait, ce que je vis n'est peut-être pas normal ». Et là, elles sortent du statut de victime.
Et à partir de ce moment-là, effectivement, on vient nous voir en disant est-ce que réellement je suis avec quelqu'un de pervers ou pas? Et moi, toujours, la personne, je la renvoie à son intériorité. Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? Est-ce que vous avez envie de continuer à vivre ça? Que l'autre soit pervers ou qu'il ne soit pas pervers, qu'est-ce que ça change? Vous voyez, ramener la personne à son intériorité. C'est ça, si on ne se sent pas bien, si on a l'impression de perdre l'estime de soi, c'est que quelque part, c'est qu'il y a quelque chose qui colle pas. Parce qu'à minima, je crois que partager une relation amoureuse, ça doit nous accompagner sur notre chemin d'épanouissement. Mais si cette relation amoureuse nous tire vers le bas, que l'autre soit pervers ou qu'il ne soit pas pervers, est-ce que ça vaut le coup de la continuer? Et certainement aussi, vous avez raison, se remettre en question dans le sens où il y a quelque chose à comprendre là-dessous. Et peut-être pourquoi alors qu'on ne l'ait pas vu au départ, ça c'est possible parce que si on n'est pas comment dirais-je, au courant de ces personnalités-là, oui. on peut tomber dans le panneau, oui. Puisque surtout qu'au début ils sont merveilleux, ils sont etc. En revanche, le fait d'être resté après avoir été humilié, avoir été voire battu, ça pose quand même question. Hein. Oui, il y a une forme de déni. Et quelquefois le déni peut prendre la forme de c'est pas possible, je n'y crois pas. Vous voyez, cette phrase, elle est beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît. Ça veut dire, si je n'y crois pas, je ne réagis pas. À un moment donné, faire des émissions comme nous faisons là, c'est si, vous ne rêvez pas, ça existe bien. Et maintenant, qu'est-ce que vous faites? C'est mettre la personne, la victime, face à ses responsabilités, effectivement. C'est pas mal ça. Ce que j'entends souvent, Jean-Charles Bouchou, c'est j'espérais qu'il allait changer, j'espérais qu'il allait revenir le prince charmant que j'ai rencontré. Oui. Il y a cette sorte de... Alors depuis que je travaille sur le sujet, j'ai tout de suite des réponses qui sont un peu toutes faites parce que j'ai l'habitude maintenant d'y répondre. Si vous espérez que l'autre change, c'est que vous ne l'aimez pas. Parce que quand on aime quelqu'un, on n'attend pas du tout qu'il change. Alors je dis souvent aux personnes, vous aimerez celui-là qui aura changé, mais en attendant celui avec qui vous vivez aujourd'hui, vous ne l'aimez pas. Alors quel intérêt de vouloir le changer? Oui, c'est joli, parce que là vous prenez le contre-pied, et qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Oui. Vouloir que l'autre change... Qu'est-ce que vous faites dans cette galère, quoi? Oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que vous restez? Quel est le bénéfice secondaire? Il y a aussi un bénéfice quelquefois. Ça, c'est des choses que l'on travaille en psychanalyse ou en psychothérapie. Bénéfice secondaire, ça veut dire un bénéfice qui ne nous saute pas aux yeux, mais que si on y travaille, on se découvre que c'est peut-être parce qu'on a peur de rester seul, c'est parce que finalement il nous apporte l'argent qu'on ne pourrait pas avoir soi. Enfin, je veux dire, j'essaie de donner plein d'exemples pour qu'on comprenne. Oui, la violence économique est une violence à part entière, on ne peut pas l'ignorer. Si vous restez à la maison et que vous vous occupez du foyer pendant que l'autre va travailler, l'autre a de l'argent et vous n'en avez pas. Donc à un moment donné, vous êtes soumis complètement à sa volonté. Et c'est ce fameux bénéfice secondaire qui fait qu'on va c'est pas encore ça. Moi, je vois plus le bénéfice secondaire du côté d'une loyauté. Imaginez que j'ai un parent, par exemple, qui était violent. Peut-être que ça m'arrange ou que ça m'a arrangé en grandissant de dire c'est normal. La preuve, je vis ça au quotidien. Vous voyez, accepter de dire non, ce que je vis n'est pas normal, c'est aussi accepter parfois de remettre en question son parent. Ça pourrait être ça, un des bénéfices secondaires. Et ça, c'est difficile. Bien souvent, ce qui est difficile à travailler, c'est pas tellement ce que l'on vit consciemment, c'est ce qui se passe dans l'inconscient. Bien sûr, évidemment. Mais on est là pour vous éclairer, justement, avec Jean-Charles Bouchou. On va parler de tout ça pendant ces 2 heures. Dans un instant, on va donner la parole à Laurie, justement, qui se pose la question, est-ce qu'elle serait avec un partenaire pervers? On lui donne la parole dans un instant. Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Jean-Charles Bouchou, je rappelle que vous pouvez également sur la chaîne YouTube retrouver Jean-Charles Bouchou qui explique bien tout ce qu'on va se dire pendant ces 2 heures, mais il en dit peut-être encore plus sur cette chaîne. Laurie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir, c'est moi qui vous remercie. Eh bien écoutez, on vous écoute parce que vous vous posez la question, vous êtes avec quelqu'un depuis 2 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et en fait, en discutant avec une cliente qui était devenue une copine, je dis écoute, je vis un truc merveilleux. Il est super galant. Il réfléchit pas. Il me couvre de cadeaux. Il vient de me demander en mariage. Ça faisait 2 mois qu'on était ensemble. Et ça faisait 15 ans que j'avais pas refait ma vie. Des hommes, j'en ai eu, mais pas refait ma vie. Et donc, je lui explique tout ça, et elle me dit, c'est fou, parce que fais attention, je suis tombée sur quelqu'un exactement comme lui,
Et ça a mal fini parce que je lui disais bon ben voilà, j'ai l'intention de faire des travaux chez moi, j'ai commencé à les faire et il paye systématiquement, etc. J'ai dit j'en reviens pas parce que c'est pas chez lui et elle me dit j'ai vécu exactement la même histoire. Trop beau pour être vrai en quelque sorte. Exactement, elle vous exactement. Dit, Oui. Et en fait, donc du coup, je suis tout le temps aux aguets. Parce que comme je ne sais pas ce que c'est, et comme on m'a dit qu'il y avait différents pervers, je me dis. Vous connaissez un petit peu une de ses ex ou un petit peu sa vie avant vous? Non, je ne les connais pas, mais il en a. Bon, moi, je sais que j'aime bien souvent, ça les hommes, ça les gêne de parler, et les femmes aussi, d'ailleurs, ça les gêne que les hommes parlent des ex, mais moi, je trouve que ça apprend beaucoup sur eux. Et je me suis rendu compte qu'il avait à peu près la même façon de fonctionner, en fait. Et c'est ça qui m'a mis sur la puce à l'oreille. C'est-à-dire la même façon de fonctionner. La même façon de gâter les femmes et puis après de les pourrir. Alors moi, quand je l'ai rencontré, que j'entendais toutes ces histoires, je me disais bon, ils se sont pas entendus. Moi, souvent, je disais attends, elle t'a pas mis le couteau sous la gorge pour que tu restes avec elle. Il y a eu aussi quelque chose qui lui a pas convenu. Mais je me rendais compte que voilà, il les avait pourri gâtés et que ça a fini par clasher parce que c'était trop. Et puis il commençait à prendre le dessus, comme là il est en train de faire depuis très peu. Il y a pas très longtemps, il m'a mis la honte devant quelqu'un. Il a soutenu que c'était pas ça qu'il m'avait dit, alors que je suis tombée des nues. Je dis ben non, c'est ça que tu m'avais dit. Il m'a dit non n'importe quoi. J'aurais jamais dit une chose pareille. Et c'est là où je me dis waouh. C'est comme pour tout, la carte bleue illimitée, etc. Maintenant, il commence. Bon, mais tu me rends la carte. Je sais pas si je vais te la donner. Il me tient. Il a des fois des changements où il devient agressif en l'espace de quelques secondes. Et c'est ça qui me. Oui. Et les gens autour de moi me disent fais attention, tu vois pas qu'il fait de toi ce que tu veux. Et en fait, j'ai beau me méfier. D'accord. Comme vous disiez tout à l'heure, j'arrive pas à le croire. Vous n'arrivez pas à le croire qu'il puisse être pervers, ou vous n'arrivez pas à croire que... J'avoue que... Vous êtes perdu là. Hein. Non, c'est pas perdu. C'est que je me dis, c'est difficile j'ai quand même un sacré caractère à la base, et c'est difficile de s'avouer que, pour une fois, c'est pas toi qui maîtrise le jeu, c'est quelqu'un d'autre, et en plus t'as rien vu venir. Non, mais ça c'est normal. Hein. Mais vous êtes toujours amoureuse ou pas ? J'ai subi un viol il y a 2 ans de ça. Il est arrivé juste après. Je me suis effondrée économiquement, donc voilà. Je me suis dit tiens, c'est le prince charmant, c'est le sauveur, comme ce à quoi on aspire toutes quelque part. Et donc voilà. Jean-Charles Bouchou, on peut peut-être dire à Laurie qu'elle peut remercier son ami, non ? Oui, parce qu'elle vous a éclairé, effectivement. Mais oui, tout simplement, ce monsieur, il vous a acheté. On dirait ça, et il fait ça avec tout le monde. Il achète quelqu'un et après, il ne comprend pas qu'on ne lui obéisse pas au doigt et à l'œil. C'est ça que j'entends. Mais vous voyez, tout à l'heure, on parlait de bénéfices secondaires. En plus, ça vient complètement dans le sens de ce que vous disiez, Brigitte Lahaie. Mais moi, je l'entends plus dans « c'est difficile de s'avouer ». Il est là pour moi, le bénéfice secondaire. C'est accepter à un moment donné que, Laurie, vous vous êtes trompée. Vous êtes fait avoir. Ça arrive à tout le monde. Il y a quelque chose, si on veut sortir de la problématique narcissique, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, on a tous à faire ça, j'ai à faire ça moi,
c'est se désidéaliser soi-même. Ouais, je me trompe. Oui, vous vous êtes trompé. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça peut bien faire ? C'est difficile de s'avouer que je suis tombé sur quelqu'un qui se sert de moi. Il va falloir que vous en passiez par là. D'autant que, certainement qu'au moment où vous veniez d'être violé et que vous étiez un peu mal, ça vous a fait du bien. Oui. Donc, d'ailleurs... oui, parce qu'il y a une grande blessure narcissique, évidemment. Et d'ailleurs, c'est souvent à ce moment-là qu'on se fait avoir, parce qu'on est un peu plus fragile, on a besoin d'aide, et il en a profité. Mais peut-être j'ai réussi à le mettre dehors pendant un mois. Parce que j'avais jamais vécu ça. Je lui avais dit, j'ai dit ce que tu ne te rends pas compte, c'est que j'ai arrêté brutalement. Un soir, il était supposé rentrer. Je lui ai dit non, tu rentres pas. Je peux plus. Et j'ai dit ce que tu ne comprends pas, c'est que ça m'est jamais arrivé. C'est que j'en suis à un stade où quand je sais que tu vas rentrer, j'étouffe physiquement. Ce n'est pas juste l'expression. Et il a recommencé, et les mots, et les bouquets de fleurs, 50 fleurs par jour, et le passage le matin, le soir. Mais voyez Laurie, là, quand vous dites j'étouffe à l'idée que tu rentres, ça revient à ce que vous disiez, Jean-Charles Bouchou. Là, il y a le mal-être qu'il faut prendre en compte. Que l'autre soit pervers ou qu'il soit pas pervers, de toute façon, vous étouffez. Oui, bien sûr. Ouais. Mais une chose qui est importante de souligner, c'est que ces personnes-là sont dans la toute-puissance. Alors, vous connaissez le fameux adage, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. À partir du moment où vous leur dites, je veux plus te voir dans mon entourage, là, vous retrouvez à nouveau ce que vous avez connu au début. Et il y a un jeu qui se met en place à ce moment-là. Donc, n'oubliez pas quand même que l'autre est dans la toute-puissance. Mais à peine aura-t-il vérifié que de toute façon, vous êtes prêt à l'accueillir, que vous allez retrouver le Mr. Hyde que vous avez mis dehors. Donc, on revient toujours à la case départ. Les choses ne vont pas généralement s'arrangeant. En tout cas, votre questionnement, c'est pas une belle personne pour vous. Je pense qu'on peut tout à fait se permettre ce diagnostic sans se tromper. Oui, pour moi, oui, effectivement. Et puis bon, je me dis si depuis toutes ces années, alors après il y en a qui n'ont pas de chance et qui rencontrent jamais la bonne personne, mais bon après je sais pas si c'est vraiment de la chance, mais je me dis je sais pas, c'est vrai que c'est pas évident. Il faut avouer que c'est pas évident de s'avouer qu'on s'est trompé. Tout à l'heure, nous parlions de bénéfices secondaires. Ça fait plusieurs fois qu'on revient sur le thème, et je trouve que c'est très intéressant. C'est pas qu'un problème d'argent. On a vu donc là, c'est la difficulté de se désidéaliser, mais aussi souvent derrière, il y a une angoisse d'abandon. Et malgré tout, quand on est avec quelqu'un comme ça, à partir du moment où il nous manipule, mais nous aussi on peut le manipuler, puisqu'il suffit qu'on lui dise j'arrête la relation pour qu'il s'accroche. Eh bien, il nous rassure quelque part. On sait qu'on joue sans cesse avec notre angoisse d'abandon, c'est un petit peu... Et sans cesse, on est rassuré puisque l'autre revient. Vous voyez, on se fait peur, et c'est un peu ce qu'on fait quand on regarde un film d'horreur. Je joue à me faire peur, oui, mais après, la lumière s'allume et je suis rassuré. Vous voyez, ou c'est ce que font les petits-enfants souvent, on joue à se faire peur. Donc le deuxième bénéfice secondaire ou le troisième bénéfice secondaire, c'est il se joue sur l'angoisse d'abandon. Donc à un moment donné, il faut que vous vous rassuriez aussi. Sud Radio. Toujours en compagnie de Jean-Charles Bouchou, nous évoquons aujourd'hui la perversion et nous retrouvons Dominique. Bonjour Dominique. Oui, bonjour Brigitte. Bonjour Jean-Charles. Bonjour Dominique. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez vécu ou vous êtes avec une personne qui serait peut-être un peu perverse ? Non, j'ai vécu. Maintenant, ça fait partie du passé. Et je revis. Voilà ce que je peux dire dans les médias. Après, comment l'exprimer, comment le dire. Alors, vous avez vécu combien de temps avec... c'était une femme, je suppose. Ouais. Ouais. J'ai vécu 3 ans et demi. Bon, ça va. Ouais, 3 ans et demi, 4 ans. Ouais. Donc au départ, vous la rencontrez. C'était quoi ? C'était un coup de foudre ? C'était... Eh bien, c'est tout ce que vous m'avez dit. Parce qu'une fois, je vous ai appelé, Brigitte, et puis c'est tout ce que vous m'avez dit. C'est-à-dire, c'est le bonheur parfait. C'est le rêve.
La femme idéale. La femme idéale, c'est tout ce qui se... Et puis, parce que je dirais, une fois, je vous ai appelé, il y avait quelque chose qui cliquait à moi. Et puis, on m'avait dit, faites attention, Dominique, trop beau, trop faux. Mais c'est exactement ça, Brigitte. Et je dirais, c'est grâce à... que, bon, voilà, en écoutant vos émissions, tout ce que vous disiez, tout ça, après que ça m'a... c'est pas que ça m'a mis la puce à l'oreille, c'est que c'est cette personne qui un jour m'a dit « Tony, tu n'es qu'un pervers narcissique ». Et après, j'ai regardé un peu la définition de ce qui a été, et puis en vous écoutant un peu tous les conseils, et je me suis renseigné, j'ai lu, et ça correspondait exactement à cela, c'est-à-dire vous vous sentez coupable de tout, la personne en face ne met jamais en question, c'est toujours vous la problématique. C'est-à-dire que donc vous vous rencontrez, c'est merveilleux, formidable, etc. Ouais. Je suppose que vous avez vécu, vous avez habité ensemble assez rapidement, parce que souvent, très rapidement. Oui. De suite. Et puis petit à petit, quand vous commenciez à être, j'allais dire, pieds et poings liés, là, le vrai visage de cette femme est apparu, c'est ça ? Ah ouais, c'est ça. Je dirais, vous passez... Mais comment on va essayer de revenir à vous, parce que je crois que c'est un peu ce que vous aimez, hein, Jean-Charles Oui, Bouchou. moi je fonctionne comme ça. Comment, la première fois que tout d'un coup le miracle de la femme idéale s'écroule un peu, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Non, on comprend pas. On comprend pas. On se dit, parce que je dirais, ça vient d'un seul coup. Ça passe du blanc au noir. Pof. Et on se dit, bon, c'est toi qui déconnes, toi, tu fabules trop, attends, c'est pas du tout ça. Et puis il y a une réflexion, 2 réflexions, 3, et puis c'est toujours des critiques. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a ? Et puis tu essayes d'ouvrir le dialogue. Mais non, et puis on te dit, mais non, mais t'as vu comment tu es ? Ouais, puis comme on ne veut pas désidéaliser l'autre parce qu'on s'est créé comme un fantasme d'une personne parfaite, on rentre dans une forme de déni et on se dit ça doit être de ma faute. Donc on se culpabilise soi-même, avant même que l'autre nous culpabilise, parce que ça nous permet de conserver l'image de l'être rêvé auquel on a eu affaire à un moment, quoi. Et tout à fait, c'est ça. Et puis après, j'ai commencé un peu à en parler à mes amis proches. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit mais Dominique, réveille-toi. J'ai dit ouais, mais je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui... J'ai dit, vous seriez à ma place, je dirais mais barre-toi. Je dis c'est pas bon. Mais j'arrive pas à partir. Je dis je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à partir. C'est impossible. Et aujourd'hui, vous avez compris pourquoi vous n'arriviez pas à partir ? Aujourd'hui, oui, parce que disons que cette relation a été toxique, mais elle vous apprend beaucoup de choses. Mais attendez, sur vous-même. Je dirais, une fois que vous faites... bon, après, il faut faire le travail. Hein, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas évident. Mais en même temps, je dirais, si on est attiré vers ce genre de personnes, c'est qu'aussi en nous-mêmes, il y a un petit souci. Et il faut pas se voiler la face. Et puis, c'est que des fois, on ne sait pas dire non, des fois, c'est tout. On ne sait pas s'affirmer, c'est un manque d'affirmation. Et maintenant qu'on a du caractère, le caractère il est, mais il n'est pas... Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi, parce que c'est ce que j'entends hein, souvent, est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu la nostalgie des bons moments qui peut-être peuvent revenir ? Ah moi je dirais, une fois que la séparation a été dite, il y a des fois, oui, j'aurais dit, allez, on va revenir en arrière. Et puis j'ai un bon ami qui m'a dit, avant de faire quoi que ce soit, essaye de te souvenir quand même des mauvaises pas oui, que tu as passées. Bien sûr. Parce que bon, il a eu un peu la même expérience, il a su m'aider et j'ai eu revenir cette fois. C'est ce qu'on entend dans votre témoignage. Hein. Vous aviez de l'entourage solide et ça aide. Mais il y a cette petite voix qui dit oh c'était trop bon, encore un petit coup quoi. Tout à fait, c'est ça. C'est exactement ça, Brigitte. Un des premiers mécanismes de défense donc des personnes qui emploient massivement des mécanismes pervers narcissiques, c'est le clivage, c'est-à-dire qu'ils se coupent en deux. Pour montrer leur meilleure part,
ils vont se créer, ils vont se couper en deux, si vous voulez. Et à l'extrême, ça devient la schizophrénie. On connaît bien l'histoire de Jekyll et de Hyde. Quand on tombe amoureux de Jekyll et on déteste Hyde. Qu'est-ce qu'on fait? Si je reste, je me dis, zut, je vais être obligé de me coltiner Hyde, mais si je décide de partir, c'est dommage parce que je perds le bon docteur Jekyll. Et le clivage qui, à l'origine, habitait ces personnes perverses narcissiques, finit par habiter la victime, qui est incapable, qui est sidérée. Ce que vous avez décrit tout à l'heure au début, ça s'appelle la sidération. C'est-à-dire à un moment donné où on est incapable de réagir. Vous voyez, coupé en deux. C'est ça. Et puis, c'est ce dont on parlait d'ailleurs lundi avec Jean-Michel Gourian, c'est que quelque part, on est imprégné de l'autre. Oui. Quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit bon ou qu'il soit mauvais, on est imprégné de l'autre. Oui, on l'a évoqué dans l'émission d'hier, à un moment donné, nous avons projeté une part de nous à l'intérieur de l'autre. Donc, si on perd l'autre, séparer de cette part de nous aussi. On perd quelque chose de soi. Et partir, c'est mourir un peu. Oui. C'est clair. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs il y a un instant, Dominique, cette personne aussi vous a fait vous découvrir des parts de vous qui ont été intéressantes. Donc c'est quand même un vrai deuil, un arrachement qu'il faut accepter de faire. Bien sûr. Mais pour moi, l'autre à ce moment-là est un symptôme, et le symptôme vient me dire quelque chose. C'est pour ça que je vous conseille toujours de faire un travail sur soi. Et en plus, Dominique, c'est bien parce qu'il l'a fait, lui. C'est qu'à un moment donné, si je ne comprends pas ce qu'est venu me dire le symptôme immanquablement se représentera à nouveau. Par contre, si je comprends ce que le symptôme est venu me dire, il ne sert plus à rien. Donc, il n'y a pas de raison que ça se répète. Ça, c'est très important. Eh oui. En tout cas, Dominique, merci de votre témoignage. Ça permet à ceux qui écoutent, peut-être, de pouvoir s'en sortir. Alors, on parlait justement de la perversion également dans le travail, et je crois que c'est votre cas, Charlotte. Hein. C'était au travail que vous avez connu un manipulateur. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Oui, effectivement, je suis encore dans la même entreprise et j'ai plus l'occasion de travailler avec lui. Mais effectivement, c'était mon supérieur hiérarchique pendant 3 ans. Et vous avez, quand vous n'avez pas découvert tout de suite, j'imagine. Non, au départ, il y a le côté super sympathique, le mec costaud, on est génial quoi. Donc tout va bien, on est heureux, dans son management, on est doué, on est bon et on a de l'avenir. Et puis moi, il y a quand même une petite horloge, un petit truc qui s'est mis à sonner dans ma tête en me disant ce gars n'est pas complètement ce qu'il semble être. Et puis j'ai commencé un peu à me rebeller, c'est-à-dire que j'ai commencé un peu moins écouter ce qu'il me disait et c'était quelqu'un qui dénigrait beaucoup ses supérieurs, ses subalternes, ses équivalents. C'était une catastrophe. Et puis moi, ça m'a à un moment donné, c'était un peu le bureau des pleurs. Et puis tout ça avait un objectif quoi. L'objectif c'était de m'éloigner de tous ces gens. De vous isoler, oui, c'est la technique. Ouais. Je me suis trouvée seule, ouais. En fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite. En fait, je m'en suis rendu compte quand à un moment donné, j'ai appelé un collègue en pleurant. Et je lui ai dit, je vais craquer. J'en peux plus. Il y en a après moi maintenant. Donc évidemment, il y a eu l'effet pervers sur moi, c'est-à-dire que. Donc là, on parle de harcèlement, oui, c'est ça. Oui, absolument. Donc du harcèlement vraiment caractérisé. Hein. Donc moi, j'en ai référé à mes supérieurs qui, pour me faire taire, m'ont changé d'entreprise, enfin en tout cas d'entité, pour un peu faire taire le truc. Mais fondamentalement, ce gars-là a pas été sanctionné, j'ai pas été entendue. Et il a fallu moi que j'entreprenne des démarches. En tout cas, ce que j'entends quand même, Charlotte, c'est que vous êtes assez solide pour ne pas avoir complètement sombré en burn-out ou en. Mais je sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai eu l'occasion d'en parler auprès de cette psychologue qui m'a suivie pendant 1 an et demi. Et je pense que le contexte familial m'a aidé à garder la tête hors de l'eau. J'avais un conjoint super, j'avais mes filles, j'avais quelque chose à la maison qui me... Et puis j'en parlais beaucoup. Oui, une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'il existe une victime type ? Là, on s'aperçoit que non.
dans le sens où tout le monde peut être victime un jour ou l'autre des agissements de quelqu'un de pervers narcissique. Mais par contre, si vous aviez à l'origine une faille narcissique, comme beaucoup d'entre nous, nous avons des failles narcissiques, bien sûr. c'est beaucoup plus facile pour lui. Alors la faille narcissique, elle peut être structurelle, c'est-à-dire que vous avez eu une enfance difficile, par exemple, mais elle peut aussi être conjoncturelle. Vous savez, quand on trouve un nouvel emploi, on se dit, est-ce que je vais être à la hauteur ? Ou quand on rencontre un nouvel amoureux ou une nouvelle amoureuse, est-ce qu'il va m'aimer pleinement ? Et c'est dans cette faille-là qu'il s'engouffre. Et là, ce que j'entends avec Charlotte, c'est que Charlotte, elle est forte. C'est-à-dire qu'elle n'a pas grande faille narcissique, me semble-t-il, hein, à vous entendre en tout cas. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, je l'ai soignée. J'ai tenté de la combler. Mais c'est vrai que j'ai levé le voile sur pourquoi, à un moment donné, ça a résonné chez moi, ce mec-là. Oui, mais j'entends aussi quand même que assez vite, vous avez appelé un collègue en pleurant. Ça a duré quand même 3 ans avant que je me rende compte. Ah oui. Oui, mais c'est être fort que de savoir aller demander de l'aide. Hein. C'est important de le signaler. C'est dur, c'est dur, mais à un moment donné, c'est vrai que j'avais plus de solution. J'étais esseulée. Vraiment, et comment a réagi, parce que vous avez dit que vous en parliez beaucoup à la maison, donc vous en parliez à votre conjoint, qui lui visiblement n'était pas au courant des pervers narcissiques ou des manipulateurs en fait, parce qu'il aurait pu plus vite vous aider. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que, en fait, je l'accuse pas, surtout. Non, mais évidemment, ça a été un peu la lune de miel au départ avec mon chef. Vous voyez, c'est cette période un peu géniale où on vit, on est galvanisé, donc où tout va bien. Ça dure 2 ans. Et moi, c'est la dernière année pour moi qui était très mais dure. voyez, ça c'est important ce que vous dites, et je vais le souligner. Si vous avez votre mari ou votre femme qui au début vous raconte j'ai un supérieur, il est formidable, et qu'au bout d'1 an, 2 ans, voire parfois 6 mois, ça va pas. Attention, prévenez. C'est un signe que peut-être, en effet, il ou elle est avec un collègue supérieur qui est pervers. Enfin, je crois que c'est important de bien le souligner, ce que vous témoignez. Je crois que c'est un besoin de reconnaissance que j'avais moi, de l'enfance. Le besoin de reconnaissance, c'est ce que j'appelais tout à l'heure une faille narcissique. C'est ça. Je pense que j'avais et c'est beaucoup du côté du moment-là. renoncement qu'on trouve la solution en fait. Pourquoi est-ce que et puis la confiance en soi aussi. Parce que finalement, j'avais pas besoin aussi de l'approbation de cette personne ou en tout cas de son aval pour faire correctement mon travail. Et je l'ai prouvé par la suite parce que je suis encore dans cette société. Lui a quand même été promu, c'est formidable. Et du coup, moi, j'y serai pas pour très longtemps parce que je m'organise dans une reconversion. Parce que je me rends compte aussi que ce métier, il a résonné chez moi aussi pour des raisons bien particulières et qu'aujourd'hui, il ne satisfait plus ces besoins-là. Vous voyez ? Donc, excusez-moi Charlotte, mais vous parliez de renoncement, Jean-Charles Bouchou, c'est-à-dire ? Oui, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, la désidéalisation de soi, par exemple. C'est renoncer à son image idéale. Tout à l'heure, quelqu'un nous disait c'est difficile d'accepter qu'on s'est trompé. Donc il y a bien là quelque chose du côté du renoncement. Et vous avez très bien su le faire, Charlotte, et c'est ça, sortir des problématiques narcissiques. C'est être capable de se remettre en question, c'est une force. C'est peut-être plus facile au travail qu'en amour. Hein. Quelquefois, ça touche pas les mêmes zones. Mais ça peut être très difficile au travail aussi. Ça remue quand même. Ça remue, mais en même temps, je pense qu'effectivement, c'était nécessaire. Moi, j'ai 38 ans. Je pense que c'était le moment idéal. C'est intéressant parce que vous êtes la 2e personne à dire c'était nécessaire et ça m'a permis de comprendre quelque chose sur moi. Vous voyez, ça rejoint ce que je disais sur le symptôme. L'autre est le symptôme qui vient nous montrer quelque chose. C'est ça. Et certainement que j'étais entourée de pervers narcissiques à une autre époque de ma vie que je n'ai pas vu. Possible. Vous voyez ? En tout cas, qui vous ont pas pris comme proie et qui vous ont laissé tranquille. Mais ce que je trouve triste et malheureusement on n'y peut rien, c'est qu'il est toujours en place et qu'il a certainement trouvé d'autres victimes. C'est généralement comme ça que ça se passe. Complètement. Mais d'ailleurs, on ne peut pas vivre autrement. On ne peut pas vivre autrement qu'en ayant une victime dans laquelle il va se décharger de son fameux Mr. Hyde dont je parlais tout à l'heure, où il montre à la plupart, j'imagine que c'est quelqu'un de très séduisant avec les autres, et avec une personne en particulier qui va être un enfant, l'enfant symptôme dans une famille parfois. Il n'y a qu'un enfant qui est maltraité et les autres enfants ne le sont pas. Vous voyez, ça peut être un salarié qui est maltraité dans l'entreprise, mais les autres ne le sont pas. Ce qui fait qu'on arrive véritablement à se retrouver complètement isolé face à des collègues qui disent « Je ne comprends vraiment pas de quoi tu me parles, je le trouve absolument charmant ». C'est ça qui est difficile. On a vu plusieurs mécanismes de défense pervers depuis tout à l'heure. On a vu, j'ai parlé du clivage, on a vu la séduction, et là maintenant on voit bien l'isolement. C'est récurrent dans ce genre de problématiques. Oui.
Et donc, il fait certainement d'autres victimes, et puis on ferme les yeux, on vire, on change les gens de leur poste, et ça continue comme ça. Bon, c'est toujours pareil, il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui portent plainte pour qu'on puisse commencer à s'intéresser à quelqu'un qui... C'est très difficile de porter plainte contre quelqu'un qui emploie des mécanismes pervers narcissiques, parce que c'est très difficile de caractériser ses faits. Il vous regarde de travers, rien que ça. Il vous regarde de travers avec un air méprisant. Il est votre supérieur hiérarchique. Votre vie dépend un petit peu de ça. Enfin, votre vie, j'exagère, mais votre vie sociale dépend un petit peu de cela. Comment pouvez-vous aller voir un juge en disant « il me regarde de travers » ? Ça marche pas. Une vacherie dite entre deux portes. Il faut des preuves concrètes. Exactement. Alors après, on peut essayer de caractériser ses propos, mais en même temps, c'est se mettre toute la hiérarchie à dos. Oh, regardez bien Charlotte, on l'a mise de côté, certes, mais elle a eu une promotion, elle continue de travailler. Moi, je trouve qu'elle s'est bien débrouillée. Ah oui, formidable. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je vous en prie, merci à tous les deux pour vos lumières et continuez comme ça. Je continue à vous écouter. Merci Charlotte. Et continuez à participer à cette émission. On a besoin de vous aussi. On va faire une petite pause sur Sud Radio et on se retrouve tout de suite avec Jean-Charles Bouchou, toujours qui est avec nous. 14h, 16h, Brigitte Lahaie. Toujours avec Jean-Charles Bouchou, on évoque la perversion. Alors c'est bien, on a parlé de la perversion en amour, on vient d'en parler dans le milieu professionnel et je crois qu'on va rentrer dans le milieu familial avec vous, Michel. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Bouchou. Bonjour Michel. Et merci de m'accueillir sur cette émission je vous en prie. J'écoute régulièrement. C'est gentil, merci. Donc c'est votre frère qui serait manipulateur, Michel, c'est bien ça ? Manipulateur, pervers narcissique, tout ce qu'on veut, oui. Mais je m'en suis aperçu au bout de 25 ans. Mais c'était trop tard. Le mal était fait, disons, et puis voilà, j'ai travaillé 25 ans avec lui au niveau de la ferme familiale. C'est votre frère aîné ? Oui. C'était l'aîné de la famille. Et vous avez combien d'âge de différence ? On a 15 ans de différence. Ah oui, 15 ans, oui. Donc il a vraiment c'est vraiment votre grand frère, quoi. Il avait un peu d'emprise sur vous, de toute façon, déjà de par son âge. De par son âge et puis après de par son caractère qui était très très manipulateur et puis oui, il a eu le dessus. Moi, j'étais un caractère assez doux. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque, oui. Et puis après, j'ai écouté pas mal d'émissions, régulièrement vos émissions sur les pervers narcissiques. Et bon, c'est vrai, la solution, ça a été de me séparer de lui. Bon, et c'est venu de part qu'il est parti à la retraite. Voilà, donc là, j'ai cassé les ponts et c'est là où je m'en suis aperçu que c'était vraiment... Alors, expliquez-nous, vous travaillez donc, vous avez travaillé avec lui oui, tout de suite sur la ferme familiale pendant 25 ans. D'accord. Lui. Et puis il avait vraiment un caractère très... Mais est-ce qu'il vous donnait, vous aviez votre place, vous aviez un salaire, ou est-ce qu'il vous Oui. On avait 2 exploitations séparées, mais on travaillait ensemble. D'accord. C'était comme si c'était une seule exploitation, mais on travaillait ensemble. D'accord. Mais en quoi il a profité de vous ? Et où il vous a détruit, enfin ? Quand il y avait des personnes, des techniciens agricoles ou comme ça qui étaient là, n'hésitez pas de me rabaisser, quoi, pour bien montrer que c'était lui le patron. Voilà, et puis des remontrances, des engueulades. Voilà, et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? L'isolement aussi. Oui. Il y a un phénomène particulier dans l'agriculture auquel vous ne pensez peut-être pas à Paris, c'est le droit d'aînesse. Sachez que le droit d'aînesse en droit n'existe plus, mais dans les faits, sur place, bien souvent, la ferme est donnée, en plus, au garçon aîné, à l'aîné des garçons. Et ça a toujours cours. Vous me confirmez ? Oui. Dans beaucoup de cas. Pas dans tous les cas, mais dans la plupart des cas, oui. À l'époque, c'était comme ça. Et peut-être qu'il a cette attitude dominante pour bien montrer que c'est lui l'aîné, qu'on ne l'oublie pas. Voilà. Comme s'il avait des droits particuliers. C'est étonnant, Voilà. Et puis, en plus, il avait l'aval de ma maman.
à l'époque, parce que bon, ma maman, c'était l'aîné de la famille, donc c'était lui qui avait raison. Mais par exemple, moi, quand je prenais des décisions qui étaient valables. Des fois, j'en parlais le soir avec ma maman. Elle me dit, mais t'en as parlé à ton frère? Ah, je dis non. Et puis bon, là, ça me mettait un peu en colère et tout ça, comme quoi si j'étais pas capable de prendre des décisions, quoi, aussi bien que lui, et autant que lui. Ouais, alors ça, c'est vraiment terrible parce qu'au fond, vous étiez avec votre frère, donc qui vous donnait des ordres, qui vous humiliait en public, et puis maman qui de toute façon n'était jamais de votre côté, quoi. Oui, voilà, il lui donnait raison parce que oui, c'était la famille, oui, pas tout le temps, bon, pas forcément tout le temps, mais il y a eu pas mal de temps, oui. Pas mal de situations où c'était. Et puis elle ne voulait pas ma maman, bon, paix à son âme, bon, elle fait plus partie de ce monde, mais elle ne voulait pas de conflit dans la famille, donc. Elle ne s'en mêlait pas trop, ou elle ne voulait pas s'en mêler. Oui, mais c'est assez fréquent et c'est presque normal. Mais je ne sais pas si on peut vraiment... Enfin, en quoi vous avez l'impression qu'il vous a vraiment détruit pendant toutes ces années? Parce que j'entends l'emprise qu'il avait sur vous, la manière dont il vous a humilié, la manière sans doute où il vous a empêché de prendre confiance en vous. Tout ça, je l'entends. Mais est-ce qu'on peut parler réellement de pervers narcissique? Je ne sais pas. C'est quelqu'un qui voulait toujours, de toute manière, toujours avoir raison. C'était lui qui, quoi qu'il en soit, même si je lui prouvais par A plus B que non, il n'avait pas raison, mais il continuait à persister, à dire qu'il avait raison. Des fois, quand c'était lui qui avait fait la faute, au bout d'un certain moment, tout juste, c'était pas moi qui avais fait la faute. Enfin, il s'arrangeait toujours pour se dégager de. Enfin, moi, après 25 ans quand j'ai relaté quand il est parti à la retraite et que moi je suis resté dans l'agriculture, mais d'une autre façon, puisque bon, la ferme a été vendue, parce que bon, là aussi, il y a eu, je voulais reprendre avec quelqu'un et puis bon, ça n'a pas marché, mais bon, enfin, il y a eu toute une histoire, hein. Et bon, de par vos émissions, c'est un comportement il y a de toute façon, enfin, c'est de toute façon quelqu'un qui vous a empêché de grandir et de vous épanouir autant que vous auriez pu sans ce frère. Hein, je l'entends bien. Voilà. Vous êtes marié, vous aviez une femme qui quelque part pouvait vous écouter, vous aider ou pas? Alors le comble, c'est que pendant toutes ces années, j'étais célibataire, et juste quand la ferme venait de se vendre, j'ai rencontré quelqu'un qui est toujours ma compagne d'ailleurs, et avec qui qui m'a fait ouvrir les yeux, et puis c'est un petit peu grâce à elle aujourd'hui que je me suis épanoui et que j'ai remonté une petite affaire. Bon, c'est pas encore tout à fait. Non, d'accord, mais au moins voilà. vous vivez pour vous. C'est intéressant le témoignage de Michel, parce qu'on voit bien comment il était prisonnier, quoi, dans un filet dans lequel il avait rien pour pouvoir s'en sortir. Ouais, l'idée c'était effectivement de quitter sa famille pour aller créer quelque chose ailleurs, et il n'y arrivait pas. Et il y est arrivé à partir du moment où la ferme s'est vendue et où à ce moment-là, il s'est autorisé à rencontrer quelqu'un et à créer quelque chose de nouveau. C'est une très belle histoire à la fin, Michel. Et je voulais aussi vous dire quelque chose qui, à mon avis, est très important. Oui. C'est que une de vos confrères, M. Bouchou, qui avait écrit un livre mettant échec et mat des pervers narcissiques. Hélène Vécali, oui. Voilà, j'avais écouté je sais plus que c'était il y a un petit moment déjà, comme quoi on pouvait ne s'en sortir que s'il y avait une personne qui nous faisait ouvrir les yeux et qui nous faisait comprendre qu'on était avec un pervers narcissique. Bon, moi j'ai pas eu cette personne-là, mais alors je sais pas si c'est à cause de ça, comme j'étais passionné de musique et j'avais également à côté j'ai monté également à côté, mais c'était à titre de passion, une discothèque mobile. Donc par moment je m'évadais avec ça. Alors est-ce que c'est ça qui m'a fait survivre ou voilà pendant ces 25 ans-là, je sais pas.
Oh Mais je bah, pense que ça vous a fait plus que survivre, ça vous a apporté de quoi vous sentir exister. Moi, je pense que ça a certainement été important, bien sûr. Oui, l'acte de création est une très bonne réponse quand on a affaire à quelqu'un de pervers narcissique. C'est qu'est-ce que moi je suis capable de créer qui va effectivement me permettre de me dissocier un petit peu de cette relation malsaine. Comment prendre de la distance? Alors, est-ce qu'on est obligé de rencontrer quelqu'un qui va nous aider? C'est vrai que c'est plus facile. C'est la place du tiers. Parce que vous parlez de votre frère, vous parlez de votre mère, vous n'avez absolument pas parlé de votre père. Et à se demander s'il était tellement présent. Et c'est le père qui, dans l'enfance, joue le rôle de tiers. Or, en l'occurrence, là, la maman, plutôt que... Et c'est en même temps, c'est son rôle de maman. Plutôt que de permettre la distance, elle dit non, elle est dans la négation du problème. Elle dit non, mais ça, il faut pas se disputer, il faut surtout pas de conflit. Le conflit, vous savez, c'est une bonne chose. Le conflit, c'est ce qui nous permet de remettre les pendules à l'heure, et ça, elle ne l'a pas permis. Effectivement, le fait de rencontrer un tiers peut aider. Oui, je suis d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Tout à fait. Et puis le phénomène de l'isolement également, c'était que comme il avait des responsabilités au sein d'un groupe coopératif, il était amené à partir très souvent donc en déplacement. Et bon, des fois c'est lui qui présidait des réunions et il m'a dit il me disait comme ça, c'est pas la peine de venir. Il faut que tu gardes la ferme, oui, bien sûr. Oui, oui. Voilà. Ou est-ce qu'il avait peur que je pose des questions un petit peu déplacées parce que voilà, j'étais. Et puis moi j'étais très bien à la ferme parce que quand j'étais pas avec lui, tout se passait bien quoi. Et même et puis quand il arrivait, il fallait toujours qu'il trouve quelque chose de négatif, une chose que j'avais pas faite ou que j'avais mal faite. Enfin voilà. Oui. Tout le temps mettre son petit grain de sel pour faire voir que c'était lui le patron quoi en fait. Merci beaucoup Michel de ce témoignage et puis bien écoutez, on est ravis pour vous que ça aille bien maintenant. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On revient sur la violence, la perversité avec Jean-Charles Bouchou qui est avec nous. Je rappelle votre livre Les pervers narcissiques aux éditions Erol et vous pouvez retrouver aussi Jean-Charles sur sa chaîne YouTube. Vous tapez Jean-Charles Bouchou et vous pourrez entendre vos commentaires. Sabrina, bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour à votre invité Jean-Charles Bouchou. Bonjour Sabrina. Merci d'être avec nous. Alors la famille, on revient avec la violence dans la famille, puisque c'est votre compagnon qui était violent avec vous, les enfants. C'est ça, Brigitte. Il était violent verbalement avec moi, Brigitte, avec des mots très très durs, très très violents, et les crachats qu'il avait vis-à-vis de moi. Et mes enfants, il les frappait. Voilà, il était très violent avec eux. Et ça fait 20 ans, je suis restée 20 ans avec ça. J'ai subi pendant 20 ans tout ça, en pensant que c'était l'histoire qui se répétait, la mienne, que c'était normal. Moi-même qui avais grandi, vous savez, dans la violence d'un père, donc je me suis dit, voilà, c'est normal. Oui, mais merci de témoigner parce que ce terme, c'est normal. Jean-Charles Bouchou, vous en parliez tout à l'heure. On en parlait tout à l'heure. Et on voit bien, et c'est ça que ceux qui parfois se comprennent pas doivent entendre, quoi. C'est ça. Il faut. Le premier pas consiste à comprendre qu'on est victime de quelque chose d'anormal. Voilà. À partir du moment où on l'a compris, on peut suivre un chemin et à ce moment-là, on n'est plus victime. C'est ça. Et moi, Monsieur Bouchou, je l'ai pas compris parce que comme j'avais déjà vécu dans une famille comme ça, donc pour moi c'était normal. Oui, un père c'est violent avec ses enfants et puis. C'est ça. Oui. Voilà. Moi, je suppose que votre père était humiliant avec votre mère. Brigitte. Oui, exactement, Brigitte. Exactement. Et j'ai subi ça pendant 20 ans. Et qui plus est, il m'était infidèle. J'ai voulu le quitter, mais il y avait toujours ces menaces, donc je revenais parce que de la peur. Il me reproche. J'ai vécu tout le temps dans la menace, en fin de compte. Et je suis restée pendant 20 ans. Et un jour, alors... Brigitte, j'ai eu un déclic. C'est quand il s'est pris à ma fille. C'est-à-dire qu'il violentait plus mon fils, et ma fille, c'était plus verbal. Un peu ce qu'il faisait avec moi, en fin de compte. Et bizarrement, un jour, Brigitte, c'était trop. Il voulait étrangler ma fille. Et là, vous savez, j'ai eu un électrochoc. J'ai dit non. Oui, non. Comment je subis. Comme si une part de vous, tout d'un coup, se révoltait. C'est ça, Brigitte. Je me suis dit non. Moi, je subis parce que moi, d'accord, je peux accepter, mais elle,
Non, je peux pas l'avoir porté pendant 9 mois et lui faire subir ça. Non, c'était pas possible. Et là, je l'ai mis à la porte. Je lui dis de sortir de ma maison, Brigitte. Je lui dis de sortir. Voilà. Ça a été très difficile parce que c'était les menaces, pensez-vous. Il appelait mon fils en lui disant regardez ce que votre mère a fait. Sabrina, encore une fois, il y a pas de jugement de ma part parce que on fait tous ce qu'on peut et je crois que il faut surtout bien comprendre que le vécu de chacun c'est son vécu et on n'a pas à juger. Mais il me semble que là encore une fois, vous parliez de votre père violent, mais on peut se poser la question aussi de votre mère qui n'a pas non plus su vous aider à vous respecter, parce que sinon vous n'auriez pas accepté ça pendant 20 ans, non, Jean-Charles Bouchou? Oui, il se peut que dans le cadre des bénéfices secondaires dont on parlait tout à l'heure, on protège maman, oui, puisqu'elle n'a jamais parlé, pourquoi est-ce que moi je devrais le faire? Parce que oser se révolter, c'est aussi oser accepter que ça peut se faire, et que donc ça aurait pu se faire du temps de notre enfance. Donc il y a quelquefois un conflit de loyauté inconscient, on s'en rend pas compte, qui se passe chez nous. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'un petit garçon peut être battu, ça passe, et dès qu'on commence à battre une petite fille, à ce moment-là, ça devient insupportable. C'est parce que ça interroge des représentations inconscientes qui, effectivement, remontent à l'enfance. Exactement. Et moi je le voyais pas que ça. D'ailleurs, ma fille Brigitte, en cours, elle était exécrable. Elle répondait au professeur. Elle avait une insolence, mais vraiment une grande insolence auprès des adultes. C'était sa manière de résister, d'une certaine manière. Oui, c'est ce qu'on appelle un déplacement. C'est-à-dire que peut-être qu'elle n'osait pas s'opposer à son père, et on la comprend parce qu'elle voulait rester en vie, tout simplement. Intact, oui. Mais qu'à un moment donné, il y a un déplacement qui se fait. Je m'oppose pas à mon père, mais je vais m'opposer à mes professeurs qui, au pire, vont me donner une punition, mais de toute façon, ne me taperont pas dessus. Donc, ils vous mettent moins en danger. C'est un mécanisme de défense qu'on appelle le déplacement. Exactement. Et c'est là où une énergie de colère peut quand même sortir et finalement rééquilibrer son psychisme. Mais c'est pas si mal. Oui. Là, on retourne vers la pulsion. Sa pulsion qu'elle ne peut pas dire face à son père, elle peut la dire face à un prof parce que ça la met moins en danger. Voilà. Et ça nous aide à bien comprendre, à comprendre le comportement de certains enfants. Et de certains enfants qui sont justement borderline, etc. Oui. Et je crois que c'est vraiment bien de comprendre qu'il y a derrière, il y a toujours de la souffrance. Merci beaucoup, Sabrina. Je vous laisse parce qu'on est en fin d'émission, mais je suis sûre que vous aviez encore beaucoup de choses à nous dire. Merci en tout cas d'y avoir participé. Merci Jean-Charles Bouchou, c'est un plaisir de vous recevoir ces 2 jours. Vous revenez quand vous voulez.